que je vais piquer dans le CrossFit, ça va être très haute intensité sur des temps très courts. Mais par contre, j'inclus pas des mouvements trop techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps de les apprendre correctement. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Grivel, préparateur physique et propriétaire de CrossFit Varog. Julien est personal trainer et coach professionnel depuis 2007. Il s'occupe de sportifs amateurs, de professionnels, autant que de personnes désireuses d'améliorer leur santé. Il exerce dans sa propre salle, CrossFit Varog, à Villeneuve, en Suisse. Ancien compétiteur en natation au niveau national, il pratique aujourd'hui le CrossFit par plaisir. Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Tu pourrais nous donner un petit peu de background sur ton parcours, autant en tant qu'athlète que coach, et comment tu en es arrivé Ouais. aujourd'hui à ouvrir ta propre boîte de CrossFit? Ouais. Alors, bon, bah, au départ, au niveau sportif, bah, le sport que j'ai pratiqué le plus, ça a été la natation. Je l'ai fait j'ai commencé vers 12, 13 ans et jusqu'à, je pense, à peu près 25, 26 ans, j'ai pratiqué ce sport en compétition. Donc ça, c'était, on va dire, mon premier amour, quoi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de compètes, énormément d'entraînement, parce que bon, dès que tu veux performer un peu dans ce sport, bah, t'en viens vite à t'entraîner tous les jours. Donc c'était entraînement quotidien, à peu près à partir de 15 ans et jusqu'à la fin de cette petite carrière. J'ai pas été un monstre, j'avais pas forcément j'étais pas parmi les plus doués, mais bon, je suis quand même arrivé à un niveau national correct. Et moi, ce qui m'intéressait finalement, c'était de pouvoir moi-même aller aussi loin que ce que le permettait mon corps et puis mes capacités physiques. Donc, j'étais pas un grand compétiteur, mais quand même, j'appréciais ça et ça m'a permis de tenir assez longtemps. Finalement, j'ai arrêté par manque de temps. C'est vrai qu'une fois que tu commences à travailler, que tu n'es plus étudiant, c'est plus compliqué. Et moi, aller m'entraîner 2 fois par semaine et régresser, si tu veux, c'était pas quelque chose de concevable. Donc j'ai arrêté ce sport. J'aurais pas, c'est difficile pour moi de faire un sport comme la natation juste en loisir. Donc voilà. Alors au niveau sportif, ensuite, je me suis dirigé un peu vers le fitness et la musculation que j'ai pratiqué bah, pendant assez longtemps. Puis euh, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. Au niveau de mon parcours scolaire, ben, au départ, je ne m'étais pas dirigé tout de suite vers le sport. Mais après, je suis revenu dessus. J'ai été en bachelor en sciences du sport. Et puis après, j'ai fait diverses formations privées. Le CrossFit, c'est arrivé plutôt tard, on va dire, dans ma carrière, puisque j'ai fait d'abord coach en salle de fitness classique, hein, dans un gym. J'ai été coach et personal trainer pendant pas mal d'années avant de me diriger vers le CrossFit. Et là, je me suis rendu compte que c'était une méthode, contrairement à ce qu'on dit, qui est bah, vraiment bonne pour la santé de la population générale. Elle n'est pas réservée aux athlètes d'élite. Et moi, j'ai beaucoup apprécié de m'entraîner comme ça aussi, de par la diversité des séances et l'aspect compétitif aussi, bah, qui me rappelait mes années de natation. Donc ensuite, bien sûr, bah, je me suis formé. CrossFit organise ont leur propre formation qui sont très intéressantes. J'avais passé plusieurs certifications, tout en continuant à aller voir un petit peu à droite à gauche parce que je suis un passionné de l'entraînement. Et voilà, tout ce qui est aussi musculation, préparation physique, c'est des choses qui m'intéressent depuis le début, depuis que je suis tout jeune. Donc, dès que je peux faire une formation, apprendre des choses, lire des articles, des livres sur ces sujets-là, et ben, moi, je fonce parce que c'est quelque chose que j'adore, quoi. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, après, pour ouvrir une box, bah, ça s'est passé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et bah, j'ai toujours envie d'avoir mon truc personnel, mais j'avais pas forcément bah, les connaissances pour aller démarrer, tu vois, ouvrir une salle. Il y a tout un aspect gestion et marketing, etc. en plus, donc que le métier de coach, hein, c'est comme si tu cumulais plusieurs métiers d'avoir une salle finalement.
Donc voilà, une fois que j'ai trouvé quelqu'un qui avait un petit peu les mêmes ambitions que moi, puis on a ouvert cette salle. Après, lui, il s'est détourné un petit peu de l'aspect CrossFit, donc il est plus avec moi, mais j'ai continué à garder la salle avec ma copine qui, elle aussi, bah, ça tombe bien, elle est passionnée par ce sport, elle adore ça. Elle vient des compètes de fitness, tu vois. Donc, elle aime bien les challenges. Elle s'est un peu reconvertie dans le CrossFit. C'est vrai que, bah, comme moi, elle adore la diversité des séances, pouvoir améliorer sa condition physique vraiment sur tous les plans. Et puis évidemment, l'aspect compétition, même si on fait ça à un niveau totalement amateur et pour se faire plaisir, mais ça te donne une motivation supplémentaire pour t'entraîner. Donc maintenant, Rachel, ma chérie, bah, elle gère avec moi la boxe. Elle s'occupe un petit peu plus de tout ce qui est marketing. Et puis moi, je m'occupe plus de l'aspect sportif. Et puis ensemble, ben, on arrive à faire quelque chose de pas mal. Voilà. Pour revenir sur ta transition on va dire, coach fitness dans une salle, juste au CrossFit, comment tu as découvert le CrossFit? Quelle était ta première réaction en voyant ce qu'il faisait ou ce que ça voulait dire de faire du CrossFit? Et comment ensuite tu as fait cette transition? Alors moi, en fait, si tu veux, bah, au départ, quand j'ai commencé comme coach, vers 2007 à peu près, 2006-2007, le CrossFit existait déjà, puis on en parlait un petit peu. Et moi, comme je fouinais beaucoup sur Internet, tu vois, j'allais chercher des infos à droite à gauche sur les nouveautés, l'entraînement, etc. Bah, je suis vite tombé là-dessus. Et puis, en fait, je connaissais, je m'y intéressais depuis assez longtemps avant de, avant de sauter le pas et de moi-même devenir un peu plus coach CrossFit, entre guillemets, que coach classique. Et bah, du coup, j'avais pas d'a priori négatif parce que j'avais beaucoup lu justement. Faut savoir que CrossFit depuis le départ, c'est open source et tu as toutes les ressources en fait sur leur site. Tu as le CrossFit Journal. Alors maintenant, je crois qu'ils le font payant, mais à l'époque, Ouais. bah, tout était gratuit et puis tu avais toutes les infos, comment planifier sa semaine en CrossFit, etc. Pourquoi on fait ci, ça. Donc, inversement à ce que tous les gens croyaient que l'entraînement de CrossFit quotidien, bah, c'était aléatoire. On prenait un entraînement comme ça, un petit peu au pif, et le but était de surprendre le corps ou quoi. Bah, en fait, pas du tout. Il y avait une logique derrière tout ça. Tu avais des entraînements qui étaient bien organisés. Donc, par exemple, le jour 1, tu travailles la gymnastique, donc tu fais que du poids de corps et c'est monostructurel. Tu as que un seul aspect. Le deuxième jour, bah, tu vas faire un couplet. Donc, on va combiner deux aspects. Par exemple, ça peut être un mouvement haltéro ou force athlétique avec du cardio. Tu vois, ça va être le but de ce deuxième jour, où là, on va rechercher l'intensité. En général, un couplet, c'est un WOD, c'est un entraînement qui va être très, très intensif, pas forcément très long. Alors, ça dépend, mais souvent, c'est ça. Et puis, le troisième jour, on ferait, par exemple, un triplet. Donc, on combine les trois éléments, gymnastique, force, endurance. Donc, on peut faire, je sais pas, course à pied, traction, et puis power clean, par exemple. Et voilà, donc tu combines en fait comme ça les éléments. Eux, ils le font sur 6 jours et puis un jour de repos. Alors ça, c'est dans l'idéal, si tu peux faire comme ça, c'est bien, mais tu peux. Ils donnaient aussi un template, une organisation sur 5 jours. Et voilà, moi j'ai suivi ça et puis je vois, bah, en fait c'est très structuré, c'est bien pensé, c'est bien organisé. Du coup, je suivais le CrossFit et puis j'avais pas l'occasion de le pratiquer parce qu'il n'y avait pas de salle assez proche de chez moi qui était assez pratique pour pouvoir vraiment m'y entraîner. Mais mes entraînements personnels de muscu à la base, vraiment type bodybuilding, se sont orientés progressivement vers quelque chose de plus fonctionnel. Je suis allé chercher d'autres choses. Enfin, j'ai toujours été attiré un petit peu plus quand même par la performance que par le strict aspect esthétique. Du coup, bah, CrossFit, c'est totalement ça parce que tu vas chercher d'abord les performances athlétiques dans divers domaines avant de penser à te regarder dans le miroir. Et du coup, bah, mon entraînement perso est devenu de plus en plus CrossFit, même si j'étais en salle de fitness et que dans une salle de fit classique, tu peux pas faire tous les watts que tu voudrais. Hein. J'en ai vu qui essayaient des fois,
tu les voyais courir au milieu de la salle en évitant les gens et puis se remettre sur une machine. Enfin bon, bref. Moi, voilà, je pouvais pas, non, j'avais pas le culot de faire ce genre de truc. Mais par contre, dès que la salle de Courco était libre, je prenais ma corde à sauter, un kettlebell, je me faisais mes petits WOD et voilà, je faisais comme je pouvais, mais en salle de fit. Et puis c'est resté comme ça pendant 2, 3 ans. Puis 2015, j'ai pu, par l'intermédiaire de copains, ils m'ont fait découvrir une salle où j'ai tout de suite accroché. Puis ils savaient que j'étais coach. Ils m'ont dit, bah, Julien, on a besoin de quelqu'un. Tu voudrais pas passer ton level 1 et tout. Puis, ouais, je pense que j'ai dû pratiquer 2, 3 mois dans la salle. Et puis après, dès que le level 1 est venu à Genève, bah, j'en ai profité. J'ai passé le level 1 qui est le premier diplôme que tu as dans les certifications CrossFit. Et puis là, c'était parti. Ils m'ont engagé. Bon, je faisais des heures en plus de mon autre job. Après, j'ai été investi un peu plus là-bas avant d'y travailler à temps plein. Jusqu'à ce que, en gros, je rencontre ma chérie il y a 3, 4 ans, il y a 4 ans. Et puis, elle me pousse un peu à ouvrir mon truc et à déménager chez elle. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais la transition, elle n'était pas très dure puisque j'avais cette recherche, si tu veux, d'être plus dans la performance que vraiment dans l'esthétique. Et au final, ça correspondait assez bien à l'entraînement CrossFit. Et donc, c'est intéressant que tu parles on va dire, du document un petit peu fondateur originel du CrossFit, où vraiment il détaille la philosophie de base, la méthodologie. Et comme tu dis, Mhm. c'est assez structuré. Tu peux parler de l'évolution de on va dire, de ta philosophie d'entraînement par rapport à ces débuts où en gros, tu suivais la structure de ce qu'il proposait et comment aujourd'hui tu l'abordes, autant pour toi que pour ta box et pour tes clients privés. Alors oui, en fait, bah moi, venant de la musculation et ayant passé quand même pas mal d'années à m'entraîner comme ça et à faire énormément de recherches et de documentation pour aller trouver un peu toutes les différentes méthodes d'entraînement, et ben, j'ai inclus un petit peu de bodybuilding entre guillemets dans les entraînements déjà depuis un petit moment. Bah, pour moi, je le faisais. Bah, parfois, j'avais pas trop le choix puisque ouais, dans une salle de fitness, si tu veux faire un peu de fonctionnel, bon, à un moment donné, tu as quand même tellement de machines, de choses à disposition dans une salle que c'est dommage de ne pas s'en servir. Mais par la suite, c'est vrai que quand j'ai vu quelques petites choses que tu pouvais ajouter pour les crossfitters pour s'améliorer, ben, un grand nombre de crossfitters, ils connaissent pas tous ces mouvements analytiques d'isolation, si tu veux. Et le fait d'en rajouter un petit peu, alors ils ont découvert quelque chose et puis ah bah tiens, bah, je me sens mieux, j'ai moins mal à l'épaule ou ah bah je sens mieux ce muscle-là, bah du coup ça a amélioré mon mouvement, tu vois. Donc quelque part c'était une façon déjà de prévenir un peu mieux les blessures, parce que pour quelqu'un qui s'entraîne très souvent en CrossFit et qui est un peu compétitif, bah, tôt ou tard il va se blesser, c'est certain. Ça pourra être plus ou moins long, plus ou moins grave, mais comme dans tous les sports où tu recherches la performance, tu recherches constamment à t'améliorer et tu t'entraînes très souvent, à un moment donné, il y aura des petits soucis. Souvent, c'est tendineux, ça va être ouais, des tendinopathies, des choses comme ça. Donc, disons qu'ajouter un petit peu de renforcement musculaire, fonctionnel, ça va permettre, premièrement, d'éviter les blessures. Une deuxième chose, bah, c'est d'aller combler un petit peu les points faibles. Chacun, suivant sa morphologie, son physique, bah, on n'est pas tous pareils, hein. Il y en a qui naissent avec des longs bras fins et d'autres avec des petits bras costauds. Alors, quand tu as des longs bras fins, comment tu vas faire? Parce que tu as un petit peu plus de risque de te blesser, puisque la distance à parcourir pour amener une barre, par exemple, au-dessus de la tête, elle est beaucoup plus longue. Voilà, tu as aussi la forme des os. Est-ce que tu es plus. Tu le sais pas, hein, ça, au départ, mais tu vas t'en rendre compte rapidement. Est-ce que tu es plus sujet au tendinite? Ben, simplement parce que ton tendon croche un petit peu avec ton os, mais tu n'en sais rien, ça. Voilà, donc tu as plein de façons, en amenant un petit peu de renforcement, d'améliorer l'entraînement de CrossFit et de le rendre un petit peu moins, je dirais pas dangereux, parce que l'entraînement de CrossFit de base est pas dangereux, mais si tu cherches un petit peu à être compétitif et à progresser, bah, au bout d'un moment, évidemment, ça peut amener des soucis et c'est un moyen de les limiter, donc d'ajouter un petit peu de musculation. Alors, faut pas croire que je remplace des entraînements complets de CrossFit par de la musculation. Tu as plusieurs façons de procéder. Tu peux mettre
bah, si tu sais que tes membres, ils viennent quasiment tous, tous les jours, tu peux réserver un jour. Bah, là, on fait un circuit de renfo, quoi. On va travailler de l'unilatéral, on va mettre du tempo dans le mouvement, en ralentissant l'excentrique, en faisant des pauses isométriques dans le mouvement, par exemple. Ça peut être très intéressant. Mais si comme moi, bah, il y a quand même il y a quelques membres qui vont venir tous les jours et vraiment chercher à être compétitifs. Il y en a aussi beaucoup qui viennent 2 fois, 1 fois par semaine, 3 fois. Donc ceux-là, on pourra pas vraiment leur faire profiter de ça. Du coup, moi, j'essaye d'inclure, pas à tous les entraînements, mais régulièrement, un petit peu de renforcement. Parfois, je vais le placer dans l'échauffement. Comme ça, tu peux dire, bon, bah, c'est fait, j'ai travaillé mes rotateurs externes ou mes deltoïdes postérieurs, peu importe. C'est quelque chose qui va t'aider aussi pour les mouvements suivants. Ou alors, tu peux mettre ça en finisher, où tu peux alterner un mouvement de force. Je dis n'importe quoi, hein, tu fais un back squat lourd et ton temps de repos, bah, au lieu de rien faire, tu peux faire des bandes pull apart pour aller renforcer un petit peu le haut du dos. Tu vois, il faut essayer d'optimiser en fait l'entraînement. Tu as 1 heure pour entraîner les gens. Tu choisis ton thème, hein, ça peut être de la force, ça peut être gymnastique, ça peut être plus cardio, ça peut être un WOD long, un WOD court, mais regarde là où tu pourrais ajouter des choses utiles pour l'entraînement. Voilà, c'est en gros comme ça que je vais faire. Je ne sais pas si on s'est éloigné de la question ou pas. Non, 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 tu ça étais va. tout à fait dessus. Et donc, en plus de ces mouvements d'isolation, de renforcement, Ouais. on va dire, pur, entre guillemets, est-ce que t'as trouvé d'autres éléments qui manquaient au modèle classique de CrossFit? Alors, bah, je te parlais un petit peu du tempo avant, des reps. Alors, c'est vrai qu'en CrossFit, tu as pas que, mais tu as énormément de concentriques. Quand on va faire un WOD, disons que tu as des clean and jerk à enchaîner le plus vite possible. Eh ben, tu vas souvent, soit pour t'économiser ou pour aller plus vite, tu fais ton clean, ton jerk, ta barre au-dessus de la tête, tu la drops, tu vas pas la retenir. Donc, si on a que des WOD comme ça, finalement, on va très peu retenir l'excentrique. Et ça, c'est quelque chose qui peut manquer un petit peu. Également, il n'y a pas tellement d'isométrie. On va en retrouver dans les entraînements quand même de gymnastique. Et je peux même te dire, pour avoir fait la formation CrossFit gymnastique, qui est géniale, c'est un élément central. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te dire carrément, bah, tant que tu n'arrives pas à maintenir des positions pendant, faudrait aller idéalement à 2 minutes, tu ne vas pas faire de mouvement. Donc, il faudrait pouvoir se suspendre en position de traction, le menton au-dessus de la barre pendant 2 minutes, avant d'essayer d'envisager de faire des tractions en keeping, tu vois. Ça va être des choses comme ça. Donc, ça te fait développer une énorme force, un énorme contrôle du corps. Mais ça, on ne le fait pas assez en CrossFit. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait ajouter, à mon avis. Mais pour revenir au tempo, ouais, le CrossFit essentiellement concentrique. S'il y a quand même un peu d'excentrique, évidemment, ouais, si on fait des squats, on va pas se laisser tomber en bas non plus, mais euh, tu peux ajouter dans l'entraînement un peu plus de travail excentrique, un peu plus de travail isométrique avec des pauses, par exemple en bas du squat pour rester bien gainé, bien placé. Ça va renforcer ton positionnement. Voilà, tu peux ajouter également ça, jouer avec les tempos dans l'entraînement. Et puis, ça va permettre aussi de limiter les blessures, hein. Le travail excentrique, c'est connu pour renforcer les tendons. Le travail isométrique, bah, on va dire, ça renforce ton gainage dans des positions clés. Euh, donc, ça, c'est des choses que je vais également mettre énormément. Bah, le premier entraînement hier, on avait du zombie squat. Je me suis dit par quoi on peut recommencer pour bien faire. Je dis, bah, tiens, on va leur donner un truc un peu original qui va un peu les faire fier, mais leur permettre quand même de travailler avec un squat parfait. Tu sais, tu as la barre devant, puis tu dois la garder avec les bras tendus, comme un front squat, mais tu ne tiens pas la barre, c'est tes bras qui doivent être tendus et la maintenir. Et ce type de squat, ça ne te laisse pas le droit à l'erreur. Tu es obligé de rester bien placé, bah, sinon ta barre, elle va chuter, tu vas la retrouver, soit la laisser tomber par terre, soit la retrouver au milieu du bras. Donc, tu es forcé d'être bien placé. Et à ça, j'ai ajouté un petit tempo, 4 secondes à la descente, 2 secondes de pause en bas, 1 seconde pour remonter. Du coup, bah, voilà, on a eu un travail super technique. Ils ont
Et ils étaient très loin d'approcher leur maxi au squat, mais les positions étaient parfaites. C'était assez pénible quand même. À la fin, ils étaient contents. Et voilà, c'est un exemple, hein, mais tu peux imaginer plein de choses pour toujours privilégier la qualité, un renforcement en profondeur, des positions le plus possible de la perfection. Et là, tu as un entraînement de CrossFit qui est très très efficace, qui est bon pour la santé, qui évitera les blessures, voilà, et qui leur permettra plus tard, pour ceux qui veulent s'entraîner beaucoup, accéder à la compétition, d'avoir moins de risques de blessures que si tu fais que du CrossFit, 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 que des WOD, beaucoup de concentriques, toujours de l'intensité très haute. Voilà, ça c'est bon, c'est une vision à court terme. Et si tu es jeune, ça va, mais à un moment donné, le corps il va pas tenir et il y aura des blessures, c'est certain. Donc là, on a parlé des éléments importants que tu inclus dans tes programmes. Si on prend un ou deux pas de recul, quels sont tes principes de programmation pour le CrossFit, pour ta boxe? Quelles sont les choses auxquelles tu penses en premier avant de construire ton programme, que ce soit pour une semaine, pour un mois ou pour 3 mois? Alors, déjà, je vais essayer d'établir quand même les priorités. Et même si tu peux pas individualiser, évidemment, c'est des cours de groupe, tu vas quand même regarder un petit peu le profil général des gens de la boxe. Est-ce qu'il y a une majorité de compétiteurs jeunes, âgés, enfin, voilà, tu essaies de faire un petit peu une moyenne, alors pour que tout le monde y trouve son compte, mais pour convenir quand même au plus grand nombre. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'il faut éviter de suivre une programmation que un coach qui connaît pas du tout les gens de ta boxe va t'envoyer ou que tu trouves sur Internet. Un coach de CrossFit, je sais pas, moi, le plaisir que j'ai, c'est aussi de faire une programmation intelligente, adaptée aux membres, où je sais qu'ils vont progresser parce que j'aurais pensé à ce dont ils ont besoin et que ça pourrait être adaptable un petit peu à tous. Enfin, voilà, c'est ça aussi le plaisir d'un coach, et de programmer. Si un coach il n'est pas capable de faire sa programmation à lui, destinée à ses membres, je ne pense pas qu'il devrait coacher, ou alors voilà, ou alors tu viens puis tu fais juste tu coaches juste les séances, mais c'est quand même quelque chose, une grande partie du métier de être coach d'une boxe. Si tu es le coach principal d'une boxe, programmer toi-même, c'est quand même ça qui est le centre du métier, quoi. Ensuite, quelle était la question déjà? Parce que je m'éloigne un peu. Principe de programmation CrossFit. Ouais, ok. Alors les principes, en fait, tu en as plusieurs. La première chose, ça va être donc s'adapter à ses membres, comme j'ai dit. La deuxième chose, il faut essayer d'avoir une alternance au niveau de l'intensité. Donc, alors ça, c'est relativement simple à faire. Tu peux dire, le premier jour de la semaine, je vais faire un WOD qui durera 5 minutes. Ce sera très, très intense, mais ça va être 5-10 minutes. Un truc très court, mais peut-être un peu lourd, avec des éléments difficiles à réaliser, où ils vont très, très vite être dans le rouge et à bout de souffle, mais qui ne va pas durer très longtemps. Deuxième jour, tu peux faire quelque chose un petit peu plus long, mais où ils vont devoir gérer. Ça peut être quelque chose de une quinzaine ou une vingtaine de minutes, où ils ne pourront pas partir à bloc, sinon ils explosent. Donc il va falloir gérer un petit peu leur effort. Et puis le troisième jour, alors tu as plein de possibilités, mais tu peux tout à fait dire, aujourd'hui, pas d'intensité. On fait de la gymnastique et on travaille les mouvements, les placements, on fait un petit peu de force, mais on n'enchaîne pas à fond, on ne fait pas un WOD pour le temps ou pour un nombre de répétitions dans un temps donné. Donc, tu peux organiser ça comme ça. Comme ça, tu as haute intensité, moyennement haute intensité et puis faible intensité. Tu peux gérer comme ça. Il y a plein de façons de faire, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà. Ensuite, tu vas aussi, et ça, c'est peut-être un défaut que je vois souvent, c'est essayer d'alterner les mouvements et les patterns de mouvement. Si le jour 1, à ma haute intensité, je mets des push press, le jour 2, je ne vais pas mettre des push jerk ou des snatch. Je ne vais pas aller chercher deux fois quelque chose avec les épaules, euh, où les épaules vont être sollicitées, quelque chose de très dur 2 ou 3 jours de suite. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Donc, si j'ai un WOD où le haut du corps va beaucoup bosser, je vais essayer de mettre beaucoup plus sur le bas du corps le jour d'après et d'avoir une alternance comme ça. Euh, Aussi, tu peux bosser 2 fois le haut du corps 2 fois de suite, mais alors le jour suivant, le deuxième jour, tu mets moins d'intensité. Tu peux
peux aussi faire du renfort, comme on en a parlé avant. Voilà, le tout est vraiment de trouver un équilibre et d'éviter d'avoir 2, 3 jours de suite un mouvement similaire ou qui fait travailler les mêmes muscles de façon trop difficile. Parce que là aussi, c'est une porte ouverte aux blessures. J'ai un exemple, et en plus, c'est une programmation assez connue. Ah non, je ne vais pas dire le nom, mais c'est un Belge qui fait ça. Pas le plus connu des Belges, je pense qu'il y en a deux, pas mal. Bref, les gens qui suivent, ils pourront me demander en MP, mais je ne veux pas balancer comme ça. J'aime pas cracher sur les gens. Mais dans sa programmation, il y avait quelque chose vraiment de très que j'ai trouvé incompréhensible ou débile. Enfin, je ne sais pas ou si c'était une erreur, mais apparemment c'était prévu. Il avait le lundi, si je me rappelle bien, du press, donc du strict press. Le mardi, c'était en force, hein, sa partie skill, sa partie force. Le mardi, il avait mis du push press et le mercredi, du push jerk. Donc, tu avais 3 jours de suite, en fait, le même pattern de mouvement, mais une fois en strict, une deuxième fois avec un petit peu d'aide des jambes, puis une troisième fois avec beaucoup d'aide des jambes. Mais néanmoins, si tu travailles ta force, 3 jours de suite sur les épaules en poussée au-dessus de la tête, bah, pour moi, c'était un non-sens. C'est voilà, même si tu fais du CrossFit, que tu dois être prêt un peu à tous les défis. Voilà, quelle est la raison, pourquoi il a fait ça. Bon, voilà, j'ai pas compris. Puis je suivais un peu ce programme sans la faire moi-même, mais je regardais ce qu'il proposait. Puis quand j'ai vu ça, je fais ouais, bon, soit il y connaît rien, soit c'est une erreur, une faute de frappe, mais je crois pas. Donc voilà, j'ai laissé un peu tomber. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de coachs de CrossFit qui savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Alors je suis un peu méchant, mais qui n'ont, voilà, qui manquent un petit peu de background dans le coaching de la force pour la force, tu vois. Toi, si tu fais un programme pour un de tes athlètes, tu vas jamais lui faire 3 fois de suite un mouvement d'épaule, quoi. Tu vas alterner. Ben, aujourd'hui, tu fais les épaules, le lendemain, tu travailles un petit peu plus les cuisses, etc. Tu vas quand même essayer d'alterner. Là, pour moi, c'est un non-sens total. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. L'alternance des muscles, travaillez pas chaque jour difficilement les mêmes muscles. Il faut essayer de tenir compte de ça. Euh, et puis voilà, après, il faut gérer aussi l'intensité. Si quelqu'un s'entraîne 6 jours par semaine, tu peux pas être 6 jours par semaine à 100%. Si j'ai des membres qui viennent 2, 3 fois, eux, je vais les pousser. Je vais leur dire, mais tu peux y aller à fond parce que tu auras 4 jours dans la semaine où bon, bah, tu vas te reposer, enfin tu vas travailler, mais tes muscles ne vont pas être trop sollicités, ton système cardiovasculaire non plus, donc vas-y, donne-toi à fond pour avoir des résultats. Quelqu'un qui va venir tous les jours, bah, je vais dire de temps en temps de lever un peu le pied. Et tu auras des entraînements qui de toute façon seront là pour, même si tu veux y aller tout le temps à fond, tu ne pourras pas. Je vais lui donner un truc un petit peu difficile en gymnastique ou quelque chose qui le challenge un peu, mais pas challenger dans l'intensité, dans le cardio trop fort. Une chose aussi que j'ai notée, là ça concerne peut-être un peu plus les compétiteurs CrossFit. Parfois tu as des jours off, les CrossFitters ils n'aiment pas les jours off, alors en général ils vont faire ce qu'on appelle une récup active, qui devrait être une vraie récup, mais alors là des fois je vois des choses un peu aberrantes. Récup active, bah, je vais travailler ma gymnastique. Je vais faire des handstands, m'exercer au muscle up. Bon, alors oui, effectivement, si tu travailles comme ça sans un temps défini, bah, ton système cardiovasculaire, il va pas travailler beaucoup. Mais au niveau des muscles et des tendons, s'exercer au muscle up, même au handstand, bah, ça fatigue énormément. Même le système nerveux va être beaucoup fatigué si tu essayes de t'améliorer sur ces mouvements-là. Je dirais même les mouvements de gymnastique stricts, ils se fatiguent encore plus le système nerveux que des mouvements d'haltéro. Et c'est censé être ta récup active. C'est pas une récup active, ça. Donc voilà, ça c'est une erreur que je vois fréquemment. Si tu fais de la récup active, bah, tu vas faire une balade, tu vas marcher, quoi. Ou allez, si tu cours bien, tu peux faire un trottiner, mais vraiment tranquillou. Sinon, ça, voilà. Une autre chose, bah, il y en a qui vont faire récup active, je vais aller nager. Mais tu nages comme la plupart des crossfitters, malheureusement, ils nagent pas bien du tout. Hein, si tu n'as pas appris jeune comme moi,
tu vas être très inefficace et te fatiguer beaucoup. Et en plus, la natation, pour avoir fait quelques années en compète, c'est très traumatisant pour l'épaule. Donc avec toute ta semaine, tu fais des snatchs, des cleans, des jerks, des muscle-up où tes épaules vont être quand même soumises à rude épreuve. Et ton jour off, tu vas nager et tu vas faire, je sais pas, chaque 50 mètres, tu fais 30 coups de bras avec un mouvement extrême où le bras passe au-dessus de la tête. Bah, c'est un non-sens total. Tu vas te. C'est la porte ouverte vers la blessure, hein. Ça va arriver. Ça, c'est certain si chaque jour off, tu fais de la natation. Je crache pas sur la natation, hein. C'est génial, mais il faut le programmer intelligemment et pas te dire que c'est quelque chose qui va te reposer parce que tes épaules vont prendre cher quand même. Voilà. Euh, Tu fais aussi de Oui, la préparation physique pour des athlètes en natation, en lutte ouais, également. ouais. Euh, Quels éléments de ta philosophie, on va dire, de CrossFit tu retrouves ou tu transposes dans ta préparation physique d'athlète et quels autres éléments tu dissocies pas mal et tu fais la différence et tu intègres pas nécessairement avec tes athlètes de, on va dire, de sport compétitif plutôt que de CrossFit? Alors, bah, pour mes athlètes que j'ai en prépa physique pour leur sport, je leur fais pas faire de CrossFit à proprement parler. Je vais vraiment m'adapter à la demande de leur sport et à leur demande au moment où je les entraîne. Voilà, alors pour mes nageurs, mon groupe de nageurs, c'est vraiment en lien avec leur coach de natation. C'est lui qui va me dire bon bah là on a telle échéance, faut qu'ils soient en forme, faut qu'ils soient bien. Puis au fur et à mesure, il va m'informer aussi de leur niveau de forme et de ce qu'ils ont fait à l'entraînement dans l'eau. Et voilà, des fois il va me dire bon bah là ils sont KO, mais tu peux y aller, c'est une période qui est faite pour ça, alors vas-y. Ils ont besoin de bosser fort leur cardio, donc ça va être du circuit training à haute intensité. Malgré tout, j'évite quand même pas mal de mouvements de CrossFit dans le sens où, comme j'en parlais avant, les nageurs, ils ont les épaules euh, en vrac. Ils sont, euh, ils font, je sais pas combien de milliers de mouvements en passant au-dessus de la tête chaque jour. Donc, si tu vas leur donner beaucoup de presse au-dessus de la tête, c'est pas une bonne idée. Donc, on va travailler les mouvements de poussée, mais plutôt au niveau des pectoraux, développé couché, mouvements de pompe, de dips. Bon, je fais très attention à leurs épaules et à pas surcharger ça. Et puis, c'est en fonction de la période, ce qu'ils ont besoin de travailler et leur niveau de forme. Euh, mais parfois, quand même, je reprends des petits trucs du CrossFit. Tu vois, par exemple, si je leur fais faire du bike, je trouve que c'est une bonne idée quand je veux mettre une intensité monstre, mais qui puisse récupérer relativement facilement. Donc, à un moment donné, si tu veux l'entraînement de natation, il est très long, il y a beaucoup d'aérobie, beaucoup de travail technique, et tu passes des heures dans la flotte, mais quand tu es relativement loin des compètes, ben, ton corps peut oublier un peu cette très haute intensité que tu mets quand tu vas à fond. Et ben moi, je leur donne un petit peu de ça. Ouais, ça peut être sur du bike ou un enchaînement de bike, de burpees, tu vois, où on va vraiment les mettre dans le rouge au niveau cardio très rapidement. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui va les tuer au niveau musculaire ou nerveux. On en récupère facilement, même si on va à bloc. Donc voilà, je peux utiliser un peu des éléments de haute intensité, mais pas avec de l'haltéro et pas avec des exercices trop traumatisants, en particulier pour les épaules. Je leur fais pas faire de squat. Tu vois, il y a aussi un problème. J'ai un groupe de 15 et ils ont tous des capacités différentes. T'en as, tu fais un squat, ok, ça va être parfait. Mais pour la plupart, et surtout les nageurs, un squat, ça va ressembler à rien. Ils savent pas faire. Alors, ils n'arrivent pas à descendre, le dos s'arrondit. Enfin, il y a tellement de problèmes que ça prendrait trop de temps pour leur apprendre à faire un squat parfait, puis après monter en charge. Donc, on va faire des exercices plus simples, des exercices de saut. Tu peux faire des exercices en isométrie pour contrôler facilement les positions sur un grand groupe. Tu vois, hop, on bloque la position. Bon, tu peux faire des choses plus faciles. Faut pas aller chercher trop compliqué. Faut coller quand même à leur pratique et à leurs besoins.
Et puis, voilà, faut être efficace en fait en préparation physique. Bon, tu as sûrement des athlètes, toi, et euh, tu peux pas passer trop de temps parfois alors à prendre des choses trop complexes. Euh, Après, j'ai un lutteur aussi qui est compétiteur, qui a plusieurs couronnes. Lui, bon, il est très fort, mais il a beaucoup de manques. Alors, je travaille sur les faiblesses qu'il a. Tu vois, il a une bonne force du haut du corps, du dos en particulier, mais quand même au niveau des ratios de force, très faible dans les jambes. Et en plus, il a des problèmes aux genoux assez fréquents. Tu vois, c'est de la lutte suisse, donc ils ont souvent, ils vont faire, comment t'expliquer, ouais, un petit peu comme en judo. À un moment, tu vas avoir des mouvements rotatoires, et si ton genou est mal placé ou qu'il prend un petit coup à ce moment-là, tu peux vite te faire les ligaments ou t'abîmer le genou très facilement. Et lui, il a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, je travaille un peu sur la faiblesse, aussi sur ses forces. Hein, s'il faut qu'il garde un peu sa puissance haut du corps, de pousser, tirage, etc. Et en même temps, c'est un gars qui manque aussi de cardio, qui a du mal à finir les rencontres, tu vois, au bout d'un moment, il perd énormément d'efficacité parce qu'il est essoufflé. Du coup, lui aussi, je le fous sur le bike. On fait des intervalles très très courts pour aller chercher cette super haute intensité. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne avec les sportifs, donc plutôt d'après leurs besoins. Et ce que je vais piquer dans le CrossFit, ça va être très haute intensité sur des temps très courts. Mais par contre, j'inclus pas des mouvements trop techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps de les apprendre correctement. Donc on n'en tirerait pas un monstre bénéfice, mais je peux aller chercher quelque chose de plus simple. Tu peux faire des demi-squat jump avec une charge. Tu travailles la puissance presque de la même façon qu'un épaulé, mais le temps d'apprentissage est beaucoup moins long. Tu vois. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que notamment l'haltérophilie, et ayant fait de la compétition en haltéro et je me suis entraîné 4 fois par semaine, je pense 12 heures, 10-12 heures par semaine à l'haltéro. C'est un sport qui est magnifique et qui est extrêmement technique et c'est très très difficile pour moi de justifier l'utilisation des mouvements complets avec des athlètes qui ne sont pas des haltérophiles. Si tu fais de Ouais, la compétition en haltéro ou si tu fais de la compétition en CrossFit, on peut en discuter, ça, mais sinon, t'en as besoin. c'est Ouais, ça. Mais autrement, comme ouais. tu as dit, il y a plein d'autres mouvements qu'on peut utiliser qui te prennent une fraction du temps d'apprentissage et comme tu as dit, qui te Donne à peu près les mêmes bénéfices. Ouais. exactement au niveau développement et adaptation, c'est clair. Et puis, alors après, évidemment, ça dépend du temps dont tu disposes avec les athlètes. Mais moi, les nageurs, je les vois une fois par semaine et ils ont un programme à faire que je leur donne, qu'ils font hors de l'eau avant les séances, basés sur des gainages, des petits mouvements explosifs et des mouvements de renforcement de l'épaule. Mais en les voyant une fois par semaine, sachant qu'ils sont 15, sachant que la moyenne d'âge est 15-16 ans, euh, c'est pas pour dire que les ados sont plus dissipés que les adultes, mais parfois un peu, ça dépend des périodes. Mais leur apprendre des mouvements d'haltéro, étant donné qu'ils ont tous des capacités physiques différentes qu'avant la natation, bon, certains ils ont fait de la gym, certains ils ont fait ci, ça. Voilà, ça peut donner des limitations. Certains vont arriver tout de suite, certains non. C'est trop complexe. Donc, si j'avais 3 séances par semaine, alors là, je commencerais à introduire des mouvements d'haltéro basiques avec eux. Voilà, c'est des si, hein, mais tu vois, si tu as plus de temps, là, tu peux consacrer peut-être une séance à l'apprentissage. Mais là, on n'a pas tellement le temps. On recherche l'efficacité. Il faut qu'il soit opérationnel rapidement, qu'il y ait des gains de force, de vitesse, de gainage assez vite. Donc, voilà, on va prendre ce qui est efficace, ce qu'il peut faire en sécurité de façon optimale. Et l'altéro, voilà, c'est un outil qui est excellent, mais je pense qu'il faut avoir du temps avec ton athlète. Et si tu as une, voire 2 séances par semaine, ça peut être un peu limite pour un apprentissage. Ouais. Pour Qu'est-ce mon que lutteur, ouais, Non, dis-moi. non, vas-y. Et pour mon lutteur, lui, on fait pas tellement d'altéro, mais pareil, mouvement dynamique, un petit peu de pliométrie, alterné avec des mouvements en force classiques. Euh, Puis lui, ça fonctionne plutôt bien, il s'adapte très rapidement. Ouais. De manière générale, dans le monde du CrossFit et du fitness en Suisse, qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent?
Hem, je peux dire déjà ce que j'aimerais plus voir ou moins voir. Enfin, Vas-y. il y a quelque chose, un peu choquant, c'est que si tu as, ben, que tu aies une longue expérience, beaucoup de diplômes ou quasiment rien, tu peux ouvrir une box de CrossFit. Et ça, c'est problématique. Alors voilà, je veux vraiment pas cracher sur des collègues ou quoi. Mais quand tu as zéro expérience de coaching, tu as jamais coaché, tu passes le level 1, tu adores ça, c'est ta passion, et tu ouvres une box et tu coaches. Bon, moi je connais aucun métier, enfin si, il doit y en avoir quelques-uns, mais très peu de métiers où c'est possible. Et en plus, les gens viennent, mais là, tu joues quand même avec la santé des gens, quoi. C'est un métier, tu dois connaître l'anatomie, la physiologie. Voilà, ce que je te disais avant sur la programmation, ça se rejoint un petit peu, quoi. Bon, tu vois ce genre de choses, et c'est vrai que moi, pour moi, c'est un peu jouer avec la santé des gens. Donc, s'il y avait quelque chose que j'aimerais bien que ça puisse un petit peu changer en Suisse, c'est qu'il y ait un peu plus de contrôle à ce niveau-là, et de connaître ben, que les gens aient au moins puissent avoir fait leurs preuves avant de se lancer dans le coaching. Voilà, moi j'aime bien la nourriture et bien cuisiner, mais demain je veux pas dire je suis médecin nutritionniste et voilà, tu as des règles qui régissent ça. Je peux donner des conseils en nutrition, mais je suis beaucoup plus limité là-dessus quand même. Et tu peux pas, voilà, je trouve que c'est quelque chose, ouais, il devrait y avoir un petit peu plus de contrôle, au moins une nécessité quand même de diplôme sérieux, même si le CrossFit Level 1 est un super diplôme et tu vas apprendre beaucoup de choses, mais c'est quand même un truc qui dure qu'un week-end. Et quelqu'un, il a fait un truc d'un week-end, il va ouvrir une box, et quelqu'un qui a un master en sciences du sport, il ouvre sa box, et puis les deux partent peut-être même pas à égalité, parce que finalement, c'est celui qui a le plus d'argent à disposition au départ qui va pouvoir aller chercher peut-être le plus de clients, de par le matériel qu'il aura ou le marketing qu'il pourra mettre en place, etc. Alors que bon, la qualité, bah, tu l'auras peut-être plus, même si les diplômes ne font pas le coach, hein, on est d'accord qu'il y a autre chose, mais voilà, quelqu'un qui aurait fait ses preuves, qui a 10-12 ans d'expérience et 12 000 certifications, bon, moi personnellement, si je veux me faire coacher, je vais vers cette personne-là plutôt que personne il est passionné par un truc, puis du jour au lendemain, il dit bon, hop, je suis coach. Voilà. Bon, ça me paraît hallucinant, mais malheureusement, bah, il y a beaucoup de gens qui ne vérifient pas ça, qui font pas cette différence. Alors, peut-être que la qualité de coaching est pas forcément au rendez-vous tout le temps. Bon, après, je dirais quand même, si je peux ajouter un bon point, c'est que les gens qui ouvrent une salle, qui coachent du CrossFit, bah, c'est souvent des passionnés, et ils vont quand même rechercher au fur et à mesure à se former. Voilà, on va dire que ça va que dans l'amélioration, mais au départ, tu as quand même des choses un petit peu choquantes qui font que du jour au lendemain, tu deviens coach. Et voilà, ça, pour moi, ça me fait un petit peu halluciner. Personnellement, je, pourtant, j'avais déjà une expérience assez longue dans le coaching dans les salles, mais quand j'ai démarré comme coach de CrossFit, bah, j'ai fait pendant plusieurs jours, j'étais avec une autre personne, le coach qui était là, puis bah, je l'assistais, je l'aidais, puis j'observais, voilà. Je me suis pas lancé comme ça direct. D'ailleurs, les premiers cours, j'étais un peu perdu, quoi. Je ne savais pas par où commencer. Voilà, au fur et à mesure, ça s'est amélioré, mais il faut bien dire, au départ, j'étais nul. Et puis, même quand j'ai commencé comme coach de fitness, au début, bah, j'étais pas bon. Et, bah, c'est après un an ou deux, là, tu commences à être un peu mieux. Et voilà, mais avec le recul, je dis, ouais, il y a plein de choses. Non, c'était pas juste. Et ça, faut quand même de l'expérience. Donc, ouais, se lancer comme ça du jour au lendemain quand tu n'as jamais coaché, coacher du CrossFit ou n'importe quelle autre activité, pour moi, c'est pas juste. Faudrait faire des stages, il faudrait faire voilà, aller suivre quelqu'un, un coach, tu vois. Moi, je serais ravi d'avoir quelqu'un, un assistant là pour lui faire découvrir et puis le former. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire, qui devrait être fait.
Et c'est pour toi, donc en gros, le seuil d'entrée, il est trop bas dans l'industrie du fitness ou du CrossFit Ouais. en général. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle en Suisse, est-ce qu'il y aurait une organisation qui serait à même de mettre en place en guillemets, ces barèmes ou ces demandes, ces prérequis en fait pour pouvoir coacher? Ouais, ça, c'est difficile à dire. Alors, bon, je pense que CrossFit HQ, CrossFit pourraient contrôler un minimum ça. Ils pourraient demander, par exemple, la validation d'un certain nombre d'heures de cours en doublon avec un autre coach, tu vois. Tu pourras imaginer ça et la personne devrait te signer un papier comme quoi, je sais pas, tu as fait 30 heures. Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà, ça me paraît pas impossible, infaisable. Et l'autre, sur son honneur, certifie que la personne, elle a bien fait 30 heures de cours avec lui. Et voilà, pour être, tu vois, un peu apte à coacher, bah, il faudrait être un peu coach assistant pendant un petit moment. Je pense que c'est sur le terrain aussi que tu apprends le mieux, au-delà du diplôme. Euh, Après, au niveau suisse, fédéral, ça, je sais pas trop. Mais ouais, on pourrait certainement demander, ça ne doit pas être impossible que pour ouvrir une salle, tu aies un certain nombre d'heures de pratique dans le métier, tu vois, pour coacher. Tu peux, ça ne va pas être quelque chose d'infaisable. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, ça évoluera vers ça. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, parce que, comme je le disais, tu as quand même la santé des personnes entre tes mains et tu peux pas faire n'importe quoi. Voilà, dire allez, on y va, c'est ça l'entraînement. Je sais pas, moi j'ai appris et connu tellement de choses avant. Je me demande comment ces gens-là font quand t'as vraiment rien. Moi, j'aurais pas confiance, quoi. Après, ça c'est personnel, hein, mais ouais, j'oserais pas, je me sentirais pas bien. Euh, mais bon, voilà, on verra comment ça évoluera dans le futur. On est un peu dans le sujet de l'éducation continue des coachs. Pour toi, comment est-ce que tu cherches, assimiles et ensuite appliques des nouvelles informations ou des connaissances en tant que coach? Quel est ton processus d'apprentissage? Bon, moi, je suis, ouais, étant passionné, je suis tout le temps en train d'apprendre un petit peu. Évidemment, la ressource numéro un, ça va être Internet. Tu as quand même énormément de choses. Après, on peut vite se perdre, évidemment. Alors, il faut trouver les infos de bonne qualité. Euh, mais ouais, si tu as envie d'apprendre, à deux, trois clics, tu peux apprendre plein de choses gratuitement, hein. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit ou très peu cher, et de super qualité en plus. Et je vois ces derniers jours avec le confinement, que ce soit toi ou avec Seb Zimmer, on a eu droit à des podcasts avec des invités, mais de ouf, enfin des pontes mondiaux de la préparation physique, du coaching, de la posturologie. Et moi, j'écoute ça, mais je bois du petit lait, quoi. C'est magique, quoi. C'est des ressources incroyables de pouvoir profiter de l'expérience de tous ces coachs, ces préparateurs physiques. Ouais, là, cette période, j'ai trouvé ça formidable à ce niveau-là parce que j'ai pu écouter des choses, apprendre des choses encore chaque jour et c'était incroyable. Mais si on se donne la peine, oui, on peut trouver beaucoup de ressources. Après, faut faire le tri. Il faut, voilà, souvent, moi, je lis des choses très intéressantes, mais avant de les appliquer, il faut que ça mature un peu dans ma tête et puis que je dise bah, comment je vais pouvoir m'en servir. Ouais, il y a et je pense, et ça doit être valable pour la plupart des coachs qui ont un petit peu d'expérience, tout ce que je connais, et je connais plein de trucs, j'ai lu tellement de choses. Euh, bon après, il y a des gens qui connaissent encore 1000 fois plus de choses que moi, mais tu utilises peut-être que, je sais pas, même pas 50%, tout ce que je connais, j'utilise pas. Je peux pas, j'ai pas le temps, ou c'est, voilà. Donc il faut un petit peu de temps, il faut un peu d'organisation. Mais bah, l'essentiel étant de rester toujours logique dans ce métier. Ce que tu proposes à une personne, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça lui convient? Est-ce que c'est son objectif? Et il faut toujours penser à ça quand tu vas chercher des infos, des nouvelles choses, des nouvelles formations, comment tu vas les appliquer. J'ai fait beaucoup de séminaires aussi, suivi beaucoup de séminaires.
avec des athlètes de CrossFit, des haltérophiles aussi. Et c'est vrai que tu peux pas toujours utiliser tout ce que tu as vu. Même c'est rarement le cas de pouvoir vraiment bien utiliser ce que tu as appris tout de suite. Parfois, il faut du temps pour le mettre en place. Parfois, tu te rends compte que ce sera impossible à appliquer à des groupes, tout simplement. Et ouais, il faut un peu d'organisation, il faut un peu de réflexion. Euh, Après, les meilleures formations, ouais, ils te donnent quand même les clés pour appliquer ça directement. Et je le vois dans les formations CrossFit quand même, les conseils qu'ils donnent et la formation que tu as, après tu reviens en cours, tu peux, ouais, c'est vrai que tu as des clés, tu peux directement, tu peux appliquer ça. Voilà, tiens, ça je faisais faux, maintenant on va faire comme ça, hop, c'est tout de suite applicable directement. Quand tu fais un séminaire avec un athlète connu, voilà, il va te donner des tips, des expériences, des trucs. C'est peut-être moins facilement applicable, tu vas en tirer beaucoup de choses, mais pour aller coacher les gens, disons que c'est plus applicable à toi-même pour ton entraînement perso, mais pour coacher le plus grand nombre, c'est pas toujours le plus utile. Après, je dis pas, j'ai fait des super rencontres avec des super coachs et athlètes, mais ouais, je préférerais faire, si tu veux, me former avec des coachs qui ont une longue expérience, parce que je sais qu'ils vont me donner des clés que je pourrais utiliser tout de suite dans l'entraînement avec mes athlètes, avec mes membres. Avec, si je fais un séminaire, une formation avec un athlète connu, euh, il n'est pas forcément un bon coach. Alors, il va me partager des choses, plein de trucs extrêmement intéressantes, mais ce sera moins facilement applicable dans mon coaching. Et si je peux dire, la dernière formation que j'ai faite, c'était CrossFit Gymnastics. Enfin, la dernière formation, disons, certifiante que j'ai faite. Et il te donnait vraiment des coaching cues, donc comment tu vas conseiller les gens pour le placement. Voilà, tu as cette notion de coaching externe ou interne. Donc, par exemple, si tu dis serre tes abdos à quelqu'un, pour la population normale, aucune utilité. Personne ne sait serrer ses abdos. Alors, surtout si tu es dans une position déjà inhabituelle, donc pour les débutants ou les. Voilà, je peux te dire, pour la plupart des gens de ma boxe qui débutent, serrent les abdos, ça sert à rien, ça va pas les aider beaucoup. Par contre, si je viens avec un bâton, je dis attention, je vais taper là, puis je donne un petit coup, pas trop fort sur le ventre. Là, tu peux être sûr qu'il les serre, ses abdos, parce que sinon, ça va lui faire un peu mal. Bon, évidemment, il ne faut pas être trop violent, il faut faire attention à qui on fait ce genre de choses, mais c'est pour donner un petit exemple. Voilà, tu as des techniques, des mots que tu utilises pour coacher, et on va dire que ça, c'est presque plus important qu'avoir beaucoup de contenu et d'informations, parce qu'il faut pouvoir les transmettre et les utiliser. Et moi, je suis quelqu'un qui a lu beaucoup, je suis passionné, je lis plein de choses, je m'informe, j'ai plein de techniques d'entraînement, mais je ne sais pas forcément comment les utiliser. Alors, si je peux avoir ça, et en général, les bons coachs savent transmettre ce genre de trucs. Et ça, c'est vraiment de l'or, puisque tu peux après les appliquer à d'autres personnes. Et j'ai fait venir Christian Thibaudeau, Alex Babin et Maylin Dovan dans ma box l'été dernier. Et ils avaient plein de trucs comme ça, de techniques de coaching. Alex Babin, lui, c'est du powerlifting. Donc voilà, comment placer le corps, etc. Il y avait plein de petites images, de petites analogies que tu peux utiliser pour que les gens se placent bien au niveau du dos, au niveau des hanches, etc. Donc tu as eux, et peut-être les Canadiens Québécois sont assez forts pour ça. Je trouve c'est donner des images pour pouvoir appliquer, pour pouvoir placer le corps, pour pouvoir comprendre un mouvement. Et ouais, ils m'ont donné beaucoup d'informations que je pouvais utiliser directement, qu'on utilise encore très souvent avec Rachel quand on coach. Par exemple, quand tu veux euh, garder un dos bien placé sur un départ de snatch ou de clean, on dit presse un citron sous ton aisselle, tu vois.
Ça oblige les gens à venir contracter leurs dorsaux. Parce que si je dis contracte ton dos ou contracte tes dorsaux, il ne savait même pas qu'il avait des dorsaux. Alors, les contracter, voilà, tu vois. Par contre, je dis, bon, bah, tu as un citron sous les selles, tu dois le presser. Ah, hop, il fait la petite rotation, on voit le grand dorsal qui se contracte, voilà, ça a fonctionné. Des trucs qui peuvent apparaître tout bêtes, mais pour un coach, ça va être ça le plus important, savoir comment tu vas transmettre l'information pour que les gens puissent l'appliquer directement. Si tu pouvais n'en citer qu'un ou deux, quelles ont été les personnes ou les coachs qui ont eu le plus d'influence sur toi et la façon dont tu coaches? Bah, moi, je prends Christian Thibaudeau, pour moi, c'est le maître, quoi. Il a vraiment tout. En fait, c'est un gars que je suivais avant d'être coach. Donc, quand je faisais juste de la muscu pour ma pratique perso, j'allais sur le site T-Nation, où tu as vraiment beaucoup de bonnes ressources et des coachs très intéressants. On a des mecs très bons qui rédigent sur ce site-là. Tu avais Charles Poliquin avant, évidemment. Mais celui qui m'avait le plus marqué, c'était Christian Thibaudeau. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son évolution parce que c'est un gars qui se remet sans arrêt en question. Et voilà, il va très souvent changer d'avis, mais il t'explique pourquoi. Bah, avant, je pensais ça. Puis en fait, maintenant, c'est plus le cas. Voilà, il sait se remettre en question. Il n'est pas dogmatique. Et puis, bon, bah, voilà, c'est un puits de science, hein. Il a inventé le système des neurotypes. Je ne sais pas si tu connais, qui est Non, je suis pas familier vraiment. avec l'idée. Si tu peux un jour te former un peu là-dessus, ça peut être très très intéressant au niveau de l'individualisation de l'entraînement. Donc, ouais, Christian Thibaudeau, au niveau coach, ça va être ma plus grande influence. Parce que bon, il a toutes les connaissances niveau force, entraînement de la force, conditionnement physique. Euh, c'est vrai que c'est lui qui m'a le plus influencé. Après, je peux pas. Ouais, il y en a tellement de gars sur qui c'est difficile d'en prendre Seulement autant un comme autre? ça. Ah, on peut Oui, rester avec Christian du coup. Christian, il est au-dessus du lot pour moi. Ouais, et en plus, bah, j'avais fait son premier séminaire en France, je crois que c'était en 2016, avec Mathieu Jandel qui l'avait organisé. Et ouais, là, lui, c'est vraiment le très très haut niveau. En plus, c'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un. Ouais, il est très très intéressant. Et ouais, si je peux conseiller à un coach peut-être débutant ou qui a envie de s'informer des meilleures méthodes, ouais, il faut aller voir Christian Thibaudeau. Il faut absolument se former là-dessus. Neurotype, si on peut, c'est très très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre, ben, par exemple, de comprendre pourquoi tel entraînement va très bien marcher sur une personne et pas l'autre, sans mettre les gens dans des cases, hein, parce que c'est évolutif. Tu peux tout à fait avoir, bah, correspondre un peu à plusieurs neurotypes, mais il y en aura quand même un qui va dominer. Puis de temps en temps, tu vas aller un petit peu vers celui-là, de temps en temps, tu vas aller un peu vers un autre, suivant les situations. Donc après, on peut se reconnaître assez facilement là-dedans et reconnaître facilement les gens qu'on entraîne dans les neurotypes et pouvoir adapter l'entraînement facilement avec ça. Donc c'est très très utile pour individualiser l'entraînement et perdre moins de temps, on va dire, puisque certains types d'entraînement avec telle personne, bah, une fois que tu connais comment il fonctionne, ça marchera jamais. Mais avant de connaître comment il fonctionne, bah, parfois ça prend des semaines ou des mois ou des années. Avec le neurotype, bah, tu vas l'identifier très très vite et tu sais ce qu'il va falloir éviter pour être efficace avec telle ou telle personne. On arrive gentiment vers la fin de l'interview. Si on regarde un petit peu vers l'avant, pour toi, quels Ouais. sont les sujets très intéressants dans lesquels tu veux creuser, les livres que tu as envie de lire, les choses que dans les semaines et les mois qui viennent, tu as envie de découvrir un petit peu plus? Alors, bah, personnellement, il y a beaucoup de livres encore qui sont sur ma liste, mais il y en a un dont tous les préparateurs physiques parlent, c'est celui de Franz Bosch, que j'ai pas encore abordé. Donc, je vais m'informer un petit peu là-dessus, acheter ce bouquin, voir ce qu'il en est. Apparemment, c'est l'entraînement un peu intégré, donc avec beaucoup de proprioception, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais découvrir.
au niveau bouquin. Après, ouais, pour ma formation personnelle, je vais prendre ce qui va s'offrir à moi. J'ai pas prévu un truc, il faut que j'aille vers ci ou ça. Voilà, je commence à avoir un petit peu d'expérience maintenant, donc je prendrai ce qui m'intéresse sur le moment et c'est en fonction des opportunités aussi. Tu vois, si je vois que ah bah tiens, là, il y a lui qui est là, qui est pas très loin, si on allait le voir, tout ça. Bon, il y a voilà. Maintenant, peut-être ce vers quoi je vais plus me diriger, c'est réhab, préhab, c'est-à-dire vraiment éviter au maximum les blessures, optimiser le mouvement pour éviter les blessures. Euh, Même si dans ma boxe, bon, par chance, bah, c'est pas que de la chance, je fais quand même attention, il y a très très peu de blessés et bon, ça valide aussi un petit peu mon travail, mais j'aimerais bien vraiment arriver pour les sportifs à ce qu'ils se blessent le moins possible, à ce qu'ils puissent s'entraîner facilement, même en étant un petit peu blessés. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, cet aspect-là. Et aussi pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de soucis aux épaules. Donc voilà, c'est là que je me questionne. C'est des choses vers lesquelles je souhaiterais aller. Et puis, euh, et puis voilà, sinon je prendrais ce qui vient sur l'envie du moment, je dirais. Et puis voilà, continuer à me former. Voilà, CrossFit font énormément de bonnes formations. En plus, elles s'enrichissent d'année en année. Donc voilà, ça va être ça un petit peu mon avenir. Et puis continuer à bosser pour ma boxe et la développer. Mm. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur toi, ta boxe et ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les Ouais. réseaux? Alors, ils peuvent aller sur les réseaux CrossFit Svarog, ils peuvent trouver ça très facilement sur Insta ou Facebook. Puis pour moi, ils peuvent aller voir Julien Grivel Coaching sur Facebook ou sur Instagram. Euh, voilà, ils peuvent m'envoyer un MP s'ils ont une question sur notre discussion, sur autre chose. Aucun problème, je les renseignerai. Moi, je suis toujours dans le partage. Donc, voilà, ils peuvent s'attendre à une réponse de ma part, il n'y a pas de souci. Merci Julien. Merci à toi, Sean.